Radio J. Le Yiddish Show. Lise Gutmann. Radio J. Good morning, Allemen. Vous écoutez le Yiddish Show de Radio J. Un Yiddish Show aujourd'hui que je vais entièrement consacré à une personnalité brésilienne, une personnalité à la fois universitaire et littéraire. Il s'agit de Louis Strauss, qui est francophone et qui est de passage à Paris, qui nous fait l'amitié de venir dans le studio de Radio J. Louis Strauss, bonjour. Bonjour Lise. Est-ce qu'on peut vous dire Good Morgen ? On peut me dire Good Morgen et je vous dirai Good Morgen aussi. Oui. Alors, Louis Strauss, vous êtes professeur de littérature juive à l'université de Sao Paulo. Vous êtes romancier. Vous avez déjà reçu 3 grands prix littéraires au Brésil. Vous êtes traduit avec bonheur en italien et en allemand. Et on attend, on espère peut-être, grâce à cette émission au miracle de Radio J, peut-être trouver même un éditeur ou une éditrice en France. Vous êtes traducteur vous-même de l'allemand vers l'hébreu, de l'allemand, vers le portugais, de l'hébreu vers le portugais, et puis vous avez été le traducteur de 2 livres d'Aaron Appelfeld, du merveilleux Aaron Appelfeld, si j'ose dire, pour le Brésil. Alors, c'est quand même un parcours tout à fait atypique. Vous êtes né en 1961. Ihr redet Yiddish? Ein bisschen. Ein bisschen? Ich verstehe alles, aber ich kann nur reden ein bisschen. Bon, c'est schon gut. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de recevoir Louis dans le Yiddish Show, parce qu'il est empreint de Yiddishkeit, Louis Strauss. D'où vient votre famille d'ailleurs? Racontez-nous. Bon, la famille de ma mère vient de Bessarabie. Aujourd'hui, c'est une partie de la Bessarabie appartient à la Moldavie, une autre partie appartient à l'Ukraine. Mais à cette époque-là, quand ils sont partis, ça faisait partie de l'Empire russe. Et ils sont partis, mes grands-parents maternels, en fait, ils sont partis très jeunes parce que mon grand-père voulait échapper l'armée du tsar, qui était particulièrement cruelle avec les soldats juifs. Et ma grand-mère aussi, c'est-à-dire elle est partie en accompagnant son frère qui voulait lui aussi échapper l'armée. Oui. Donc, ils sont partis de la Russie et ils sont jamais revenus. Ils ont complètement coupé leur rapport avec leur origine. Ma grand-mère, quand elle est partie, elle nous a raconté, elle a juré que jamais elle ne reviendrait pas. Et jamais elle n'a parlé un mot en russe, malgré le fait qu'elle a fréquenté le lycée russe à Khotin. C'était sa ville natale. Tellement elle a souffert là-bas. Elle a vraiment coupé avec l'endroit d'où elle était née. Oui, c'est important, c'est rare à ce point-là, on va dire. Oui, je pense que c'était pas si rare que ça à cette époque, parce que les gens étaient très traumatisés par les persécutions, et il voulait commencer une nouvelle vie ailleurs sans ce fantôme, si je peux dire. Bien sûr. Alors, donc, ça, c'est de quel côté? Du côté de maman? Ça, c'est du côté maternel. Oui. Et alors, du côté de votre père? Du côté de mon père, c'est important d'en parler, parce que ça permet de comprendre votre parcours. Oui, c'est une histoire tout à fait différente. Mes grands-parents paternels étaient des juifs viennois et ils aimaient beaucoup leur ville. Ils étaient très attachés à leur ville, à leur culture. Et ils sont partis au Brésil en 1924, mais ils n'avaient pas l'intention d'émigrer. Mon grand-père, il était jeune, il y avait une crise en Autriche encore à cause de la Première Guerre mondiale. Oui.
vous savez, Vienne était la capitale d'un grand empire. Et après la guerre, l'Autriche est devenue un pays tout petit, pauvre, ruiné. Donc, il s'est dit, je pars au Brésil, j'y travaille un peu, j'y gagne un peu d'argent, et dans 5 ans, 6 ans, je reviens pour reprendre ma vie en Autriche. Bon, évidemment... Donc il était très germanique et en fait il n'est jamais retourné, mais il se sentait, je crois, profondément européen. Oui, tout à fait. Lui et ma grand-mère. Alors, j'ose dire qu'ils ne sont jamais vraiment arrivés au Brésil. Quand ils étaient plus âgés, après la Deuxième Guerre, qu'ils avaient la possibilité, ils voyageaient en Europe au moins une fois par an. Et ils vous ont emmené, je crois. Oui, ils nous ont amenés aussi une fois. Ils étaient très, très attachés à... Bon, pas à Vienne après ce qui s'est passé avec Hitler et tout, mais il restait l'Europe. L'Europe, pour eux, c'était une espèce de... Eldorado, une espèce de terre promise. Il avait tout un culte de l'Europe chez eux. Et alors, justement, ils vous ont transmis, en fait, quelque part, cet amour de l'Europe, de la littérature à la fois brésilienne, mais aussi européenne et juive, bien entendu. Combien de langues parlez-vous, Louis Krauss? Correctement, 5. Oui. Bon. Et un peu plus? Un peu de yiddish, un peu d'italien. Oui. C'est ça. Et l'hébreu aussi, vous parlez couramment? Oui. Pas si couramment que ça, mais je peux bien lire. Mais comme vous mettez la barre très haut, on a du mal à vous croire. Alors, voilà, donc vous parlez plusieurs langues et justement, vous parliez de la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce que votre famille des deux côtés a vécu la Shoah au Brésil ? Bon, je pense qu'au Brésil, les gens essayaient de continuer avec leur vie et on parle des Juifs brésiliens. Les Juifs, oui, certainement. Bon, vous savez que le Brésil a aussi participé à la guerre après 1942. Oui. Mais à cette époque-là, le gouvernement brésilien était une dictature d'un monsieur qui s'appelait Getúlio Vargas. Et lui, il était en fait très proche aux nazis, il était très proche à Mussolini, et il a établi un régime fasciste au Brésil aussi. C'est-à-dire, les Juifs, jusqu'à la dernière minute, ils ne savaient pas de quel côté avec qui... Comment les gérer? Non, ils ne savaient pas avec qui le Brésil allait s'allier pendant la guerre, si ça serait les Allemands ou si ça serait les Américains. Oui, bien sûr. Et Vargas était un homme très, très intelligent, sans doute. Et pendant 2-3 ans, il a marchandé avec les Allemands et avec les Américains pour voir qui donnerait plus d'aide au Brésil pour que le Brésil entre dans la guerre. Ben oui. Et finalement, ce sont les Américains qui l'ont emporté. Si j'ose dire. Oui. Ils ont construit une grande raffinerie de pétrole, c'était un cadeau pour le Brésil, une grande industrie sidérurgique, c'était un cadeau pour le Brésil aussi. Et du coup, ça a protégé les Juifs du Brésil. Oui, évidemment. Évidemment. Oui. Donc ça, c'était plutôt rassurant, on va dire. Oui, mais avant que cette décision soit prise, les gens avaient très peur. Oui, il y a eu une incertitude. Parce que les Juifs étaient apatrides. Ils n'avaient pas la nationalité brésilienne. Ils avaient été accueillis au Brésil, mais ils gardaient des nationalités qui, cependant, n'existaient plus. Par exemple, l'Autriche. L'Autriche était disparue. Mes grands-parents n'avaient aucune nationalité. Bien sûr. Et la Russe impériale, la même chose. Donc, mes grands-parents maternels aussi, ils étaient apatrides.
Et ils avaient Et quand peur. est-ce qu'ils sont devenus brésiliens? Après la guerre? Après la guerre seulement. Ils ont ils ont pris la nationalité. Oui, ils ont pris. Avant ça, on leur offrait pas cette possibilité. Bien sûr. Et après la guerre, oui, bon, alors là, ils sont devenus brésiliens. Oui. Et vous-même, vous êtes de nationalité brésilienne. Vous avez également d'autres passeports? Bon, oui, je suis de nationalité brésilienne, mais quand j'avais 30 ans à peu près, j'ai décidé de demander la nationalité autrichienne aussi, parce que je pensais que c'était mon droit. Bien sûr. Et alors, je l'ai obtenu. Avec tout ce qui s'était passé, Oui, tout à c'est fait. juste évident. Alors, la passion pour la lecture et l'écriture, ça remonte à votre enfance? Oui, tout à fait. Mes grands-parents, surtout du côté paternel, étaient des grands aimants de littérature. Des grands amateurs de littérature. Des grands amateurs, pardon, de Non, littérature. bien sûr. Ils lisaient beaucoup, ils avaient une très bonne bibliothèque chez eux. Ils connaissaient les langues européennes, ils lisaient, bon, évidemment en allemand, mais aussi ils lisaient français? de la littérature française, de la littérature anglaise. Et ça me semblait très admirable de le voir dans leur salon en lisant et en écoutant de la musique classique. J'adorais ça. Il y avait une atmosphère, bon, je ne sais pas bien décrire ça, mais ça me touchait beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que votre famille était intellectuelle quand on entend ça? Oui, plutôt, je pense que oui. Oui. Oui, ils s'intéressaient vraiment beaucoup, surtout à la littérature. Oui. Et c'est avec eux que j'ai appris cette passion. Oui. Et une vraie passion. Alors, vous lisez couramment en français, en portugais évidemment, Oui. en hébreu aussi. Oui. En espagnol. En espagnol. En italien. En italien, bien. Et en allemand. Et en allemand. Bien oui, sûr. Évidemment. Mais pour moi, lire en yiddish, c'est un peu plus compliqué. Enfin, ça prend beaucoup de temps. Ça va très doucement. Oui. Mais c'est pas grave. Déjà, si on lisait tous le nombre de langues que vous lisez. Je préfère lire des traductions parce que sinon, une page me prend 1 heure. En revanche, le yiddish, vous aimez énormément, je crois, l'entendre. Vous avez été bercé par certaines chansons? J'ai pas vraiment été bercé par des chansons yiddish, mais je visitais souvent ma grand-mère maternelle. Elle n'était pas spécialement musicale, mais elle avait un tourne-disque chez elle et elle avait quelques chansons en yiddish. Et très rarement, mon oncle qui habitait avec elle, qui n'était pas marié, jouait de disques en yiddish. C'était quelque chose de très, très extraordinaire. La musique classique, je l'entendais presque tous les jours chez les grands-parents paternels. J'étais très proche à eux. Ils habitaient à côté de chez moi. J'allais tous les jours chez eux. On avait un rapport vraiment très, très proche. Et ils m'ont aussi enseigné l'allemand, évidemment. Tandis que là, c'était un autre pays, un autre monde, un autre univers qui me semblait étrange, mais aussi très fascinant. Et surtout, il y avait un grand silence autour de cette culture yiddish. Ma grand-mère ne la cultivait pas. Elle ne voulait pas nous enseigner le yiddish. Elle devait être quand même passablement traumatisée par les événements aussi. Oui, tout à fait. Mais parfois, il y avait ces chansons chez elle. Eh bien, on va en écouter. Et ça me touchait beaucoup. Il y en a une qui vous touche particulièrement, c'est Belz, mein Städtele Belz. Et je propose qu'on écoute la très très belle version de Mike Burstein, ce chanteur, comédien américain, dont les parents avaient une troupe yiddish, Lilian Lux et Pesarke Burstein. Mais on va écouter le jeune Mike, à l'époque il était jeune, qui a enregistré une version emblématique. On l'écoute.
erzähl mir, Alter, erzähl mir geschwind, weil ich will wissen, alles hat Sinn. Wie seht euch der Stiebel, was hat einmal geglanzt? Sie blieb noch das Bämele, was ich hab verpflanzt. Der Stiebel ist alt, verwachsen mit Mochengroß. Der Alte dacht, sie fall das Fenster an a Glas. Der Ganik ist grimm, sie beugen die Wand. Die Wurst ist schon mehr, gar nicht erkennt. Der Ganik ist grimm, sie beugen die Wand. Die Wurst ist schon mehr, gar nicht erkennt. Ich red fin Welt, mein steht alle Welt, mein Heim alle wie ich hab meine Kinder schön verbracht. Sind ihr amol gewähnen Welt, mein steht alle Welt, in Uremen Stiebele mit alle Kinderlach dort gelacht. In jeden Schabes pfleg ich laufen dort mitten chemisch gleich, sitzen hinter dem grünen Bäumele, lehnen bei dem Teich. Welt, mein steht alle Welt, mein Heim alle wie ich hab meine Kinder schön Jahre verbracht. Welt, mein steht alle Welt, mein Heim alle wie ich hab meine Kinder schön Jahre verbracht. Sind ihr amul gewähnen Welt, mein Heim alle Welt, in Uremen Stiebele mit alle Kinderlach dort gelacht. Mike Burstein, Belz, mein steht alle Belz. Vous écoutez le Yiddish Show de Radio J. Mon invité aujourd'hui, Luis Krauss de São Paulo, au Brésil, universitaire, écrivain, traducteur, avec beaucoup de cordes à son arc. Luis, et puis empreint de Yiddishkeit, bien sûr. Luis, votre cursus, quelles études avez-vous faites? Bon, j'ai fait des études littéraires à l'université, d'abord à São Paulo, puis après aux États-Unis et encore en Suisse après. Et mon intérêt pour la littérature, je crois qu'il est un peu un reflet de mon origine, de mon passé, parce que d'un côté, je m'intéressais beaucoup à la littérature juive, à la littérature surtout hébraïque. Et il y avait des cours de littérature hébraïque à l'université à São Paulo. Mais de l'autre côté, j'avais aussi un grand intérêt pour une littérature universelle. J'ai un peu grandi avec cette notion certainement qui venait certainement de mes grands-parents européisés, si vous voulez, sur la culture universelle, l'homme universel.
Ça, c'était quelque chose de très important. Et donc, pour pouvoir connaître un peu cette soi-disant littérature universelle, il me semblait qu'il fallait connaître ses origines, c'est-à-dire la littérature grecque et la littérature latine. Ah oui, parce que là aussi, parce que là, quel parcours! C'est la source de tout l'Occident. C'est vrai. Alors, j'ai suivi des cours de grec et de latin et des cours d'hébreu et de littérature grecque, latine et hébraïque. D'abord à l'université à Sao Paulo, puis après à Columbia University à New York. Et puis j'ai fait une maîtrise en littérature grecque à University of Pennsylvania et aussi une partie à l'université de Zurich en Suisse. Et puis après, finalement, je suis rentré au Brésil. Mais là, j'ai un peu quitté la vie académique et j'ai commencé à travailler comme journaliste pour une revue juive, pour une revue culturelle juive qui s'appelait Shalom. Oui. C'était une très, très bonne revue. Une revue politique, littéraire, les deux? C'était une revue politique et littéraire. D'accord. Oui. Et j'ai eu la chance... je suis arrivé au Brésil, c'est une histoire un peu bizarre. Je suis arrivé au Brésil en revenant de mes études en Suisse et je suis allé chez ma grand-mère pour la voir et j'ai vu sur sa table cette revue qui était toute neuve. On venait de l'inaugurer. Oui. Et j'ai vu cette revue, j'ai regardé, j'ai dit « Ah, ça m'intéresse ». Mais oui. Et vous vous êtes dit, c'est pour moi. C'est pour moi. Je vais y aller, je vais leur demander un emploi. Et je l'ai fait. Ça a marché. Et ils ont dit, ben oui, certainement, on a besoin d'un éditeur assistant. Oui. Venez. Voilà, avec des diplômes comme les vôtres, c'était pas... Et là, j'ai commencé ma carrière comme journaliste. Bon, je travaillais déjà comme journaliste freelance. J'écrivais des articles des discussions, des livres. Oui, des critiques littéraires. Des critiques littéraires. Voilà. Je faisais ça pour les journaux, pour les revues. Alors, j'avais un peu un curriculum journalistique. Et là, je commençais à travailler là-bas. C'était très, très bien. Et c'est ensuite que vous êtes passé à l'université. Oui, après, j'ai travaillé 10 ans comme journaliste. Oui. Et puis après, je me suis dit, bon, je veux reprendre ma carrière académique. Et là, j'ai fait un doctorat à l'université de Sao Paulo. Et puis après, ça s'est enchaîné. Oui, alors, ça s'est enchaîné. On va arrêter là cette première partie d'émission du Yiddish Show et on vous retrouve dans quelques instants. Radio J. Le Yiddish Show. Lise Gutman. Radio J. Voilà, deuxième partie du Yiddish Show consacrée à Louis Strauss de passage à Paris. Louis Strauss, professeur de littérature juive à l'université de Sao Paulo, romancier, traducteur, lui-même traducteur d'Aaron Appelfeld pour le Brésil, ancien journaliste, un parcours à la fois surprenant, atypique et passionnant, qui fait que Louis, avec une Yiddishkeit chevillée au corps, est en studio avec nous aujourd'hui. Alors, vous nous avez parlé, Louis, à la fin de la première partie, de votre cursus universitaire et de votre passion à la fois pour l'Europe, pour la littérature européenne, une passion qui remontait à vos grands-parents. On aimerait en savoir un peu plus aujourd'hui. Vous vivez à Sao Paulo, qu'on appelle aussi São Paulo, au Brésil. Combien d'âmes juives vivent au Brésil en général et à São Paulo en particulier?
Bon, on estime la population juive du Brésil à peu près 120 000 âmes. Oui. Et je dirais 70 à 80 000 à São Paulo. Donc, c'est la plus importante communauté juive du Brésil. Oui. Et qui a des institutions qui sont très importantes. Oui. Par exemple... Alors, dites-nous, comment la communauté est-elle organisée là-bas? Bon, comme toutes les communautés juives au monde, il y a plusieurs institutions. Et il y a, bon, d'un côté, évidemment, beaucoup de synagogues qui sont... organisées selon les différentes origines des Juifs, parce que la communauté juive à São Paulo et au Brésil est très hétérogène. Il y a des Juifs de l'Est d'Europe, évidemment, mais il y a beaucoup de Juifs qui sont venus de l'Égypte dans les années 1950, en fuyant les persécutions de Nasser. Il y a beaucoup de Juifs syriens qui sont venus surtout d'Aleppo, aussi dans les années 50, 60. Et il y a une petite communauté d'origine autrichienne, allemande. Et le reste, voilà, c'est surtout des Juifs ashkénazes, on va dire. Donc il y a de tout. Oui, il y a beaucoup... la majorité, c'est des Juifs ashkénazes, mais il y a une présence séfarade considérable aussi. Alors, est-ce qu'il y a une radio juive à Sao Paulo? Il y a une radio juive, et en fait, ce programme de la radio juive a obtenu un prix au Guinness Book of Records. Ah oui? Parce que c'est le plus ancien programme de radio encore en existence. Ah oui? Je crois que c'était aux États-Unis. Non, ça a passé... du grand-père au fils, au petit-fils, à l'arrière-petit-fils. Incroyable, dans le Guinness des records. C'est la 4e génération. Et comment s'appelle cette radio? Ça s'appelle Mosaico. Mosaico, c'est très beau. Maintenant, oui, ça vient de mosaïque. Mosaïque, au sens droit mosaïque. Au sens de Moshe Rabbeinu. Oui, bien sûr. Mais aussi parce que c'est un mosaïque. Oui. Bien sûr. C'est un nom bien trouvé. En fait, aujourd'hui, ce programme est aussi vu à la télé. Je pense que ça n'existe plus sur la radio, seulement sur la télévision. Ah, donc aujourd'hui, il y a même une chaîne de télé juive. Non, c'est pas une chaîne. Ils louent 1 heure ou 2 heures par semaine sur une chaîne normale. D'accord. Tu comprends? Oui. Alors, justement, donc c'est assez impressionnant. Vous m'avez dit également qu'il y avait un immense hôpital qui était un des meilleurs de la région. Oui, on dit que c'est le meilleur hôpital de l'Amérique du Sud. En fait, c'est l'hôpital Albert Einstein qui a été fondé par la communauté dans les années 1960 comme un geste de remerciement de la communauté envers les Brésiliens qui ont si bien accueilli les Juifs dans leur pays. Donc c'est important tout ça de le préciser. Il y a un grand centre communautaire sportif, d'ailleurs vous habitez juste à côté, qui s'appelle, je crois, Hebraïca. Oui, c'est ça. C'est un grand centre communautaire et à la fois aussi un grand club sportif. Et on dit que c'est le plus grand club juif du monde avec à peu près 30 000 membres. Et il y a une vie juive très intense là-bas. Il y a des festivals de cinéma, il y a toujours des projections de films, il y a des concerts, il y a une synagogue, il y a une bibliothèque, il y a des activités. Centre, oui, c'est vraiment un vrai centre. Et il a une grande importance dans la vie juive de São Paulo. Donc c'est important tout cela, évidemment. Et puis, j'avais juste envie, avant
vous laisser, de nous laisser découvrir les auteurs yiddish brésiliens et autres, j'avais quand même envie de dire un mot à la mémoire de votre belle-mère. D'abord, on salue votre femme, Sarah Kraus, et vos 2 enfants, Elias et David, qui, eux, pour l'instant, ont choisi l'Europe et qui sont très européens. Dans cette famille, c'est de génération en génération. Et la maman de Sarah a été une très grande présidente de la Viso. Oui, c'est vrai. J'avais envie d'en dire un mot juste très vite. Merci. C'est normal. Rappelez-nous son nom. Rebecca Rosenberg. Voilà, elle nous a quittés il y a 2 ans, je crois. À peu près, et voilà, elle était connue dans le monde de la Viso. Elle était particulièrement sioniste et elle a fait grandir Sarah et puis vos enfants aussi dans cette optique, avec cet objectif également. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant des auteurs yiddish brésiliens qu'on ne connaît pas forcément bien chez nous. Racontez-nous. Oui, en fait, la littérature yiddish a existé au Brésil. Il n'y avait pas beaucoup d'auteurs, mais c'est une littérature intéressante qui a existé surtout dans les années, disons entre les années 1920 et 1960. Il y a eu quelques auteurs qui ont surtout publié dans les journaux de langue yiddish. Donc, il y en avait plusieurs, je crois. Il y en avait 2 ou 3, oui. Et donc, il n'y a pas vraiment de grands romans en yiddish qui ont été écrits au Brésil. C'est surtout des histoires, de nouvelles, de contes, des histoires plus courtes. Oui. Mais c'est une littérature qui a récemment été traduite de l'yiddish au portugais. Ah oui, c'est important ça. C'est pas une littérature hyper connue, mais il y a des auteurs qui sont intéressants. Et par exemple, vous pouvez nous donner certains noms? Le plus important, c'est Meir Kuczynski. Oui. Meir Kuczynski était aussi connu en Argentine, à son époque, aux États-Unis. Il a reçu des prix littéraires en Argentine. Ah oui? Oui. Il a publié aux États-Unis et il s'occupait beaucoup de toutes les questions qui affectaient les immigrants juifs, les immigrants de langue yiddish qui se sont établis au Brésil. Et un des thèmes que je trouve plus intéressant chez lui, c'est la question de l'abîme qui s'établit entre les générations, c'est-à-dire entre ceux qui sont partis de l'Europe, qui avaient encore leurs racines au shtetl, si vous voulez, qui étaient encore très attachés à la religion, qui voulaient recréer ces styles de vie dans le nouveau pays, et la nouvelle génération qui est née là-bas et qui ne s'intéressait pas forcément à ses origines, qui était en quête d'assimilation, d'intégration, donc l'abandon des traditions, les mariages mixtes. Et c'est ce sur quoi il a écrit. C'est sur quoi il a écrit. Les rapports entre ces 2 mondes qui, vous pouvez vous imaginer, ne communiquent pas très bien, non? Le Brésil, avec sa chaleur, sa musique, sa sensualité, et le shtetl, voilà. Le shtetl, non? Ce sont 2 univers très, très différents. Et comment on fait pour traverser cet abîme? Donc ça, c'est une des questions centrales dans sa littérature. Et je trouve que son traitement de ces questions est très, très réussi. Oui. Une autre question, évidemment, c'est l'ascension sociale des Juifs. Vous savez que les Juifs, je parle en termes généraux, mais ont eu du succès au Brésil. Ils ont pu faire étudier leurs enfants
dans les universités. La génération qui est née au Brésil a pu poursuivre de carrières importantes, bien sûr. Donc ça aussi, c'est un thème. La différence entre cette culture bourgeoise qui peu à peu s'établit parmi les Juifs qui enrichissent et leurs origines qui n'étaient pas forcément bourgeoises. Enfin, au State, les gens menaient un style de vie beaucoup plus simple. Bien sûr. Ils donnaient pas tellement d'importance. Dans les quartiers juifs des grandes villes, etc. Tout à fait. Également. Oui. L'argent, l'ostentation, c'était pas important pour eux. C'était pas ça. Enfin, pour eux, c'était la religion, c'était Dieu, c'était les mitzvot, c'était ça qui comptait. Alors justement, la religion au Brésil, est-ce que ce que vous êtes en train de nous expliquer se démontre par le fait que ce sont les communautés massorties et libérales qui sont le plus implantées au Brésil et aujourd'hui, et dans lesquelles se reconnaissent le plus les Juifs brésiliens. Même si, je vous laisse continuer. Oui, c'est une question très intéressante parce qu'au Brésil, on a vu dans les années 50, 60, même 70, un abandon gradatif de la tradition et donc les communautés reformed ou massorties, libérales ou massorties ont attiré beaucoup les gens. Mais massortie, c'est l'équivalent du conservative américain. Voilà. Oui. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un mouvement tout à fait inverse. Il y a, comme partout dans le monde, il y a Bet Chabad au Brésil. Bet Chabad devient de plus en plus important. Oui. Et les jeunes s'identifient pas tellement avec les communautés libérales et massorties, mais ont une tendance à voir Chabad comme le représentant d'un vrai judaïsme qui a été abandonné par leurs parents, même par leurs grands-parents, qui a été oublié et qu'ils tâchent de récupérer. Donc, on voit un retour envers l'orthodoxie, une tentative de retour envers les racines. Je pense qu'ailleurs dans le monde, ça se passe aussi. Un peu, oui. Mais au Brésil, c'est quelque chose qu'on voit très, très clairement. Oui. Alors, le mouvement Chabad a eu une croissance étonnante dans les dernières années. Ils bâtissent de plus en plus des synagogues. Ils sont dans tous les quartiers où il y a des Juifs et leur influence devient de plus en plus importante. Bien sûr. Donc, par conséquent, il y a évidemment des magasins cachers. On trouve tout, quoi, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on trouve parce tout. Qu'il y a le public des restaurants, des magasins. Tandis que quand j'étais très jeune ou quand j'étais enfant, il y avait peut-être un petit restaurant juif, là, cachère, dans le vieux ghetto. Mais on n'y allait jamais, c'était quelque chose pour les vieux, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, évidemment, c'est un peu comme dans toutes les grandes cités, les grandes villes, dans lesquelles il y a des communautés importantes. Alors, je voudrais qu'on reparle du département d'études juives que vous dirigez. Oui. Comment est-ce que ça se passe? Quel genre de littérature étudie-t-on aujourd'hui? Oui. Bon, le département d'études juives à l'Université de São Paulo a été établi il y a 60 ans. C'était une initiative d'un rabbin de la communauté juive allemande, c'est-à-dire un rabbin massorti. Et c'est lui qui a eu cette initiative qui a été accueillie par les dirigeants de l'université. Alors, il a créé le cours, d'abord le cours d'hébreu, de langue hébraïque, et ensuite de littérature hébraïque aussi. Oui. D'abord, on étudiait surtout ou presque exclusivement la littérature israélienne, c'est-à-dire la littérature moderne qui a été écrite en hébreu. Et
Et en ce moment, les choses commencent à changer. Donc c'était plus axé sur l'idéologie du mouvement sioniste à l'époque. Oui, tout à fait. Enfin, la dame qui a établi les cours de littérature, Rivka Berezin, Alav Shalom, était sioniste. Oui. Quoi. Et elle pensait qu'il fallait seulement étudier les écrivains israéliens. Elle pensait que la diaspora était une horreur, que la diaspora était aussi destinée à disparaître, et que tous les Juifs devraient partir en Israël. C'est une idée qui sonne un peu quand même, oui. qui sonne un peu absurde aujourd'hui, mais c'était l'idée à l'époque. Alors vous, justement, vous avez un peu changé en proposant aux étudiants une autre forme de littérature. Oui, parce qu'à mon avis, la littérature juive, elle existe en plusieurs langues, elle existe dans plusieurs contextes, et il faut qu'on fasse attention à tous ces corpus qui a été créé en plusieurs langues. Donc moi, personnellement, je vois la littérature israélienne comme une partie de la littérature juive. Bien sûr. Et c'est dans ce contexte mondial que j'essaye de l'enseigner. Mais je m'occupe aussi d'écrivains juifs de langue anglaise, de langue portugaise, de langue italienne, de langue française, de langue allemande, de langue yiddish, évidemment. Bien sûr. Parce que je pense qu'ils ont tous leur importance. Et puis leur univers à partager et à faire partager. Oui, tout à fait. C'est important. Le peuple juif est un peuple qui est répandu partout dans le monde, et j'espère qu'il va rester comme ça. Donc vous n'êtes pas sur l'optique de la créatrice du département d'études juives. Non, absolument même pas. Même si je pense que vous avez quand même, comme nous tous ici, l'amour d'Israël. Oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir. Je pense que même en Israël, on reconnaît aujourd'hui l'importance de la diaspora et les droits à l'existence de la diaspora. Bien sûr. Non ? Eh bien, ça va être le mot de la fin. Louis Krauss, merci du fond du cœur d'avoir été avec nous lors de votre passage à Paris dans le studio de Radio J. On va se quitter avec une chanson que vous aimez beaucoup. Ça s'intitule « Ich fuhr heim », je rentre à la maison, et c'est en yiddish bien sûr. Merci beaucoup, seid gesinnt.